Bien, alors écoutez, moi je vais seulement lancer le premier débat. On a beaucoup de chance, des gens passionnants. Ça va être animé par Christophe Barbier. Inutile de le présenter, avec sa célèbre écharpe rouge. Voilà. Je vais passer à côté de Christophe. Vous avez Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre national des architectes. À côté, Michel Desvignes, paysagiste que je ne vous présente plus, qui a œuvré dans de très nombreux endroits et sur de très grands projets. À côté, Gilles Clément. Bonjour Gilles. Gilles non plus, pas besoin de vous présenter. On sait combien votre apport est important. Célèbre travail sur le jardin planétaire. Et puis Jean-François Montet, qui est le président de la Société du Grand Paris, c'est-à-dire la société qui est en charge du développement du métro du Grand Paris. Voilà. Christophe, c'est à toi. Merci à vous tous, en tout cas, d'être avec nous. Alors, je pensais que la salle serait pleine, mais visiblement, il fait trop beau et beaucoup de gens sont restés au potager du roi. On peut le comprendre. Mais ils vont nous rejoindre au fur et à mesure que la digestion se passera et que le petit vent frais du Nord les poussera vers nous. Merci beaucoup François, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Moi je suis ravi de m'associer à cet événement, à cette biennale qui tombe à point nommé dans la période que nous traversons, où il y a beaucoup d'interrogations quand même sur la manière de vivre nos villes et puis de repenser ce rapport au vivant dans la ville. Je crois que nous allons voir de la part de Michel une présentation tout à l'heure de quelques éléments. Mais avant, je vais vous demander peut-être à chacun un tour de rôle de dire un mot sur le sens de cette biennale pour vous. En quoi une biennale de ce type peut, dans vos secteurs respectifs, faire avancer les choses, faire accélérer les choses? Voilà, bonjour à tous. Je commence donc. Une biennale comme ça nous permet de révéler les défis que nous avons à surmonter collectivement, mais également de participer à mettre en valeur les pratiques qui sont déjà là, existantes, les pratiques pionnières en architecture, en paysage, et de révéler les choses. Alors aujourd'hui, on a des défis dans le siècle, 3 crises, la crise du climat, la crise de la biodiversité, la crise des ressources. Et ces 3 crises qu'on voit bien poindre là, en plus avec la crise géopolitique et les matériaux, elles nous requestionnent sur la manière dont on doit penser nos villes, tant dans l'étalement urbain, tant dans la manière dont on doit arrêter les démolitions et se repositionner sur la réparation de la ville, tant dans la manière dont on doit adapter nos villes au changement climatique. Et donc autant de pratiques pour nous, les architectes, mais aussi pour les habitants, à faire évoluer. Et donc, c'est un véritable changement culturel. Et une biennale comme ça, elle est là pour ça. Elle est là pour, justement, nous re-questionner, culturellement parlant, sur que veut dire habiter ensemble. Voilà. Michel. Oui, alors, je pense que c'est important de dire que c'est à Versailles. Parce qu'au fond, Versailles, pour nous, est quand même une référence extraordinaire. C'est l'invention de la ville classique, et c'est, de notre point de vue de paysagiste, je pense qu'on partage ça, Gilles, un lien extraordinaire. Il y a un territoire géographique. Ce territoire a été transformé pour des raisons agricoles et des raisons de chasse. Ce territoire transformé était intériorisé dans le jardin par le nôtre, et littéralement, le dessin de ce jardin a servi de matrice à la constitution de la ville. On ne peut pas trouver au monde une meilleure articulation, en tout cas au XVIIe siècle, entre la fabrication d'une ville et la compréhension de son territoire et de son paysage. Le jardin étant le lieu de médiation, pratiquement, entre le grand territoire et la ville. On rêve de cela, on le retrouve dans l'histoire avec les systèmes de parcs que j'évoquerai furtivement pour une autre chose, mais donc je trouve complètement intéressant que cette biennale se tienne là, dans cet exemple historique clé, parce que c'est ça l'objet de cette biennale aussi, c'est de montrer cette articulation entre justement le paysage, le territoire et la ville. Et un projet politique derrière qui assure le rayonnement du pouvoir à travers cette articulation. On y reviendra sûrement. Gilles. Oui, je reviens sur ce qui a été dit. C'est intéressant qu'il y ait porté à tout le monde un message sur la nécessité que nous avons de changer de mode de vie.
et par toutes sortes de biais, de moyens. Ça peut passer par l'architecture, et peut-être même que l'architecte, par la façon dont il s'y prend pour faire un habitat, conditionnerait ceux qui habitent dedans pour changer de mode de vie. C'est possible aussi de passer par là, mais on peut passer autrement, il y a plusieurs manières de faire. En tout cas, c'est effectivement un changement de modèle culturel dont il est question, mais que tout le monde peut aborder. C'est ça qui est important dans une biennale comme celle-ci. Et Jean-François, donc l'homme de l'articulation de tout cela dans un horizon maintenant qui est devant nous pour les 10 années qui viennent, 20 années qui viennent? Alors pour la construction et la mise en service, probablement les 10 années qui viennent. Pour l'impact, peut-être le siècle qui vient, si on en juge d'après ce qu'a produit le précédent métro, dont on pourrait dire que l'effet a duré un siècle. Mais juste pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on attend de cette biennale? Je dirais d'abord qu'elle a un titre, Terre et Ville. Et si je devais le dire de manière un tout petit peu simpliste, la Société du Grand Paris va creuser dans la terre pour faire la ville. On a l'habitude, mais un peu pour s'amuser, d'expliquer que si on étale l'ensemble des terres que nous allons excaver et qu'on les répand sur le territoire de la ville de Paris, celle-ci va monter de 20 cm. On sera à l'abri de la montée des eaux alors, grâce à vous. Ce sera un premier effet bénéfique, mais je ne sais pas s'il sera apprécié de manière uniforme. Mais au-delà de cet aspect-là, voilà, ce que nous faisons, c'est de proposer une infrastructure avec notamment des gares autour desquelles se construisent des quartiers qui vont très probablement faire une grande partie de la ville ou de la métropole de demain. Donc voilà, ce que nous en attendons d'abord, c'est d'apprendre et d'échanger, parce que un des boulots de la Société du Grand Paris, c'est d'essayer le plus possible d'anticiper l'impact de ce que nous faisons, et on ne peut pas faire ça bien si on n'échange pas avec ceux qui ont cette expérience, cette compréhension, et qu'on n'essaie pas justement de leur apporter ce que sont nos contraintes, nos compréhensions, et de faire progresser tout ceci. Merci. Il y a déjà beaucoup de pistes de questionnement là, dans ce qui a été amorcé. Michel, je crois que vous voulez nous présenter d'abord quelques éléments pour lancer aussi la réflexion. Allez-y, allez à la tribune, oui. Ça sera plus simple, surtout s'il y a des visuels. Oui. À vous. Donc, dans quelle ville, dans quelle ville voulons-nous vivre? Alors, c'est vrai que quand j'ai eu le Grand Prix de l'urbanisme, beaucoup de gens me demandaient, mais alors c'est quoi votre modèle de ville, votre idée de ville? Et je disais, il n'y a pas d'utopie. C'est notre ville transformée. C'est l'idée de la transformation dont je voudrais vous parler. Et ça, c'est évidemment le sujet clé. C'est-à-dire, ce dont on parle ici, ce n'est pas effectivement une utopie, c'est comment transforme-t-on nos villes. Et je voulais montrer des études de cas. Alors précisément, je l'annonce pour pas que ce soit trop confus, je présente ce qui est exposé dans le quartier Galy, donc à l'ouest du parc. Et il s'agit en fait de 3 bassins miniers et d'une lisière de quartier à Saclay. Et je montre cela, j'explique pourquoi, puis après je vous détaillerai rapidement cela. Il y a longtemps que ces territoires miniers, territoires industriels sont en friche. Il y a une quarantaine d'années pour beaucoup d'entre eux, et des travaux multiples ont été faits. Beaucoup d'autres paysagistes, des paysagistes formés à l'école de Versailles, ont agi sur ces friches. Simplement, aujourd'hui, il y a un point de vue plus large. Pour différentes raisons, on est souvent amené à proposer des visions à large échelle sur des territoires, ce qui est nouveau dans la commande publique peut-être, dans les visions qu'on s'autorise à avoir. Et justement aujourd'hui, il se trouve que ces friches qui ont été transformées donnent lieu à la constitution de grandes charpentes qui vont aider à développer ces régions. C'est ce que je vais vous montrer dans 3 cas. C'est assez troublant d'ailleurs de penser que c'est aujourd'hui que ça se produit. Le phénomène est bien connu. Gilles Clément a contribué à parler des friches depuis très longtemps, à montrer leur valeur, mais c'est aujourd'hui qu'on les met en réseau et qu'on pense que ça peut être la structure de grands territoires. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et puis, je montrerai un prototype de lisière. Alors, c'est moi qui passe les images, donc j'attends déjà rien. Voilà. Donc, sans les décrire, mais comme ça, vous vous repérerez dans l'exposition, ceci concerne le bassin minier de Lens, sur lequel, en effet, des travaux ont été faits depuis 40 ans. Alors, je vous montre. Mais quand on va aujourd'hui à Lens,
on voit, au-delà de ces terrils qui sont protégés, classés à l'UNESCO, et du stade Bollard, que d'importantes font qu'une végétation s'est installée, très présente dans le paysage. Par exemple, comme ici. Ces friches sont d'ores et déjà des lieux en partie transformés par l'homme, en partie spontanément, où une très abondante végétation apparaît que l'on n'attend pas. C'est une région qui était agricole, qui a été industrielle, qui est bien sûr, où vivent, alors on parle de 650 000 habitants tout de même, donc ce sont des aires urbaines importantes, d'où l'intérêt de leur transformation. Et avec Christian de Porzampar, à une échelle relativement limitée, alors là il s'agit de 400 000 habitants, au cœur de Lens, le centre étant le Louvre-Lens, on a imaginé une structure paysagère, une sorte de petit système de parc qui utilise justement des friches et les liens qui existaient entre les exploitations minières, qu'on appelle des cavaliers dans tous les sites miniers. Alors voilà par exemple une maquette qui montre l'idée que ces liens vont devenir pratiquement la nouvelle viabilisation, le nouveau mode de gestion de l'eau de ce territoire. Je vais vite, alors je montre un exemple un peu naïf, quelques exemples naïfs. Donc on a, dès la première année, organisé 5 km de chemins, de plantations, de fossés, qui d'ailleurs desservent le Louvre-Lens. Donc des parkings transformés, alors c'est assez modeste comme intervention, mais tout de même 5 km, 5000 arbres, je ne sais plus très bien. Et surtout, ça a permis d'inverser complètement la façon de regarder ce territoire. Ce qui était les arrières des quartiers est devenu le devant. Comme ici, par exemple, c'était vraiment l'arrière d'un quartier face à une friche. C'est devenu l'accès principal au Louvre et c'est devenu un cheminement, un lieu de reconquête du territoire. Alors, un exemple de Christian de Porzampar qui montre justement comment profite-t-on de ces liens pour redensifier ces quartiers, eux-mêmes classés à l'UNESCO. Et j'en viens à l'étape suivante. On s'est rendu compte finalement que dans ce bassin minier, dans son entièreté, on venait de voir le centre de ceci, vous voyez une mire qui fait 5 km, donc ceci fait 45 km de long, beaucoup de lieux avaient été transformés. Et on a fait le pari de regrouper un certain nombre de ces lieux pour avoir, à la fin, c'est la géographie qui l'a donné, on n'a pas décidé, une quinzaine de parcs de 300 hectares. De sorte qu'aujourd'hui, dans ce bassin minier, il existe 4200 hectares, entre guillemets, de nature, reliés par des cheminements, par des voies d'eau. Évidemment, c'est complètement différent de transformer une telle région avec cet héritage-là. Et vous voyez que si beaucoup de travaux étaient faits, il n'existait pas cette vision large. Alors une centaine d'élus ont adhéré à ce projet et qui est en cours de transformation. Donc c'est une transformation. Il ne s'agit pas d'aménager des parcs. Ils existaient. Il s'agit de mettre ensemble, de mettre en commun une sorte d'intelligence pour leur gestion, pour leur maintenance, pour leurs usages. En gros, créer des chemins et mettre ensemble les moyens de leur gestion la plus naturaliste possible. Mais c'est une recomposition extrêmement heureuse d'un territoire. Alors je vous montre quelques images de ce que c'est et sans beaucoup de commentaires. Alors, deuxième cas que l'on présente, c'est à la frontière du Luxembourg. Un établissement a été créé parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui transitent tous les jours pour aller travailler au Luxembourg. L'idée est de rendre ce territoire industriel et minier abandonné attractif pour que cette population s'installe. Donc, on a jugé qu'il était nécessaire de créer un établissement public, je crois que c'est le 12e français. Là, c'est la même chose, et c'est d'ailleurs Jacques Sgard, un paysagiste bien connu, qui avait déjà transformé des friches qui sont devenues des forêts. Donc vous voyez cet étagement qui est très beau d'ailleurs entre l'habitat collectif, des structures industrielles et la friche au-dessus. Et sur cette carte, vous avez en gris clair les zones qui seront développables, en noir la friche forestière, et en rouge des liens. Là aussi, évidemment, tous les territoires industriels avaient des liens. Et sans le commenter trop, ce que nous proposons là, c'est autour de ces zones développables d'avoir, par exemple, une grande zone humide qui va permettre de gérer les eaux de cette région et aussi de fabriquer un paysage. Ça, c'est par exemple en axonométrie, vous avez des petits points qui montrent, ce sont des zones évidemment, ce ne sont pas des quartiers que l'on montre, constructibles, la friche qui est déjà forestière, une zone humide, une sorte de parc agricole, c'est-à-dire de l'agriculture dans laquelle on permet d'avoir de l'espace public, et c'est autour de ça que se développeront les quartiers. Alors, troisième exemple, la ville de Liège et la région de Liège nous a demandé une réflexion similaire.
Là aussi, vous voyez des terrils abandonnés, une certaine présence végétale. Et partout dans la ville, finalement, la ville tourne le dos à ces vestiges industriels. On ne va pas dans ces friches, on ne peut pas y accéder. Elles sont redoutées pratiquement. Et l'hypothèse, c'est de se dire que là aussi, positivement, on obtient à une échelle plus petite, un carré fait à peu près 1 kilomètre, un système de parc assez extraordinaire, et développer, redensifier les constructions autour de ces parcs est une opportunité extraordinaire. Et donc, je vous montre très rapidement des liens créés, des transformations naturalistes de ces friches, bien sûr, et la possibilité de densifier la ville autour d'eux. Donc, une sorte de constellation de parcs que l'on met en système, que l'on met en réseau, de sorte à créer une ville également en réseau. Encore une fois, un processus de transformation. Alors voilà, par exemple, l'entièreté des zones constructibles aujourd'hui, là où sinon on aurait un étalement urbain comme partout. Vous voyez, ces systèmes de parcs qui utilisent les vestiges industriels nous permettent d'éviter un étalement banal. Il ne s'agit plus de faire des lotissements, mais de redensifier la ville autour d'un système de parcs hérité. Alors, 2 mots sur Saclay. Donc, je vous montre à chaque fois les panneaux pour vous donner envie d'y aller. Dans la zone constructible, étant bien entendu que les terres agricoles sont protégées par une loi du Grand Paris. Dans les terres constructibles, qui sont représentées en vert foncé en haut, les urbanistes, donc Xavier de Guetter en l'occurrence, a tout fait pour être beaucoup plus dense, de sorte à ne pas tout construire cette zone constructible, mais au contraire, dégager ce qui est en vert clair, alors qui est un peu plus petit dans la réalité que sur ce plan qui est déjà ancien, une sorte de lisière, une grande continuité de paysage qui fait justement cette transition entre les campus et les zones agricoles. Et c'est ce que vous voyez au milieu de l'image qui s'étend sur 7 km et nous prétendons que c'est un prototype. Pourquoi ? Parce que c'est limite de la ville diffuse, de la ville construite au XXe siècle et encore construite aujourd'hui. On l'avait identifié d'ailleurs, le linéaire de ces limites pour le Grand Paris, c'est 200 km, je crois. C'est considérable. Il y a quelque chose, et c'est vrai en France partout. On voit bien les limites de ces lotissements dans une campagne remembrée extrêmement pauvre, une situation de camp. Alors, évidemment, aujourd'hui, contrairement au XIXe siècle, on ne s'autorise pas et on ne se donne pas les moyens de faire un parc. On ne ferait pas un parc qui, pourtant, est bien nécessaire pour ce campus. En revanche, il y a des besoins de gérer les eaux de pluie, besoin de gérer les eaux grises, besoin de compenser écologiquement les constructions, besoin de stocker des matériaux et de constituer de la terre fertile, et puis des besoins pour les écoles d'agronomie et d'horticulture, pour l'INRA, d'avoir des terres expérimentales. Et du coup, on utilise ces besoins, ces nécessités, par une sorte d'ingénierie écologique au service de la ville pour fabriquer l'espace public manquant. Parce qu'au fond, au XXe siècle, notre ville diffuse n'a pas construit les espaces publics à sa dimension. Alors je vais vite. Donc ça donne une sorte de parc composite à la fin. Encore une fois, il s'agit par exemple, ici, côté Polytechnique, de 3 km de bassins, de zones humides, de corridors, autour desquels on a pu fabriquer un parc finalement. On utilise des zones qui sont parfois techniques et même parfois closes pour en faire un parc continu de 3 km avec une succession de bassins. Alors, je vous montre quelques images de travaux, donc de bassins et de zones humides. Il est très difficile de faire foisonner la gestion de l'eau et les zones de compensation écologique en France. On a réussi à le faire ici, donc à mettre ensemble des institutions qui parfois s'ignorent. Ici, dans un autre endroit plus à l'est, parce qu'on est plus en lien avec l'agriculture, on est dans les terres expérimentales de l'INRA, ce sont des sortes de casiers qui stockent l'eau et qui servent d'ailleurs de lieu de recherche pour l'université. Alors, c'est la dernière image. Donc, voilà un état du chantier déjà qui a, je pense, 2 ans, où on voit à la fois des forêts compensées, on voit des chemins, quand même des avenues qui desservent le campus, les grandes zones humides, des bassins, et vous voyez ces bassins s'étendent jusqu'à une tour que vous voyez en haut à gauche. Tout ça pour dire que moi je pense que c'est vraiment un très grand sujet de société. C'est lisier, nos villes diffuses, notre ville diffuse existe. On doit faire avec, et ceci est un mode de transformation assez extraordinaire. C'est un prototype, et j'ai bon espoir que ça puisse diffuser justement. Voilà.
Merci beaucoup. Quelle est la fonctionnalité de ces réseaux de parcs? Je pense notamment à l'exemple que vous avez montré dans la région de Lens, mais aussi près du Luxembourg. Il s'agit d'amener les populations à circuler dans un espace urbain sans aucune frontière, ou au contraire de poser des barrières pour que les activités ne viennent pas, ou que la densification de la ville ne vienne pas tout dévorer? Le premier élément de votre question... Je ne sais pas si vous entendez bien avec le micro, là, oui. Oui, le premier élément de votre question, c'est en effet, il s'agit d'offrir à cette population qui n'avait même pas le droit d'aller sur les terrils des lieux pour exister, enfin ces parcs. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs des personnes âgées qui travaillaient dans ces mines faire des randonnées en groupe dans des chemins sur ces terrils devenus parcs, enfin au bas de ces terrils devenus parcs, alors que c'était des lieux interdits pratiquement pour eux, et c'était un héritage très douloureux. Aujourd'hui, dans ces régions, dans les 3 cas que je montre, il y a une inversion non seulement du regard, mais des pratiques en effet, puisque on vit là dans un territoire où il y a 4000 hectares disponibles pour se promener avec d'immenses continuités. Ce sont des dizaines de kilomètres de cheminement que l'on trouve derrière chez soi. Là où derrière chez soi, on n'allait pas, on ne voyait pas. Donc ça, c'est important. Mais il ne s'agit surtout pas de faire une barrière, c'est au contraire, on attire. C'est-à-dire imaginer pour des urbanistes et des architectes le développement de quartiers avec une charpente paysagère comme ceci, c'est se trouver dans la situation des Américains au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, où les systèmes de parcs ont été un mode de viabilisation. Développer une ville autour d'un tel réseau de parcs, c'est très différent que d'aller étaler des lotissements nulle part. Donc l'enjeu, c'est surtout celui-là. C'est comment permettre à cette population de vivre, de se développer, d'avoir plus de personnes, évidemment, on le sait, c'est une nécessité, avec un héritage complètement heureux. Ce qui n'était pas le cas pendant 40 ans. Gilles, la friche industrielle, la friche minière, c'est dans ce contexte-là une bénédiction d'avoir ça, parce que c'est des réservoirs fonciers, des possibilités paysagères infinies. C'est quand même un boulet, parce que ça traîne une mémoire dont on n'arrivera pas à débarrasser la population avant longtemps. Ou bien c'est un terrain purement expérimental? C'est un terrain expérimental de toutes les façons, parce qu'on est avec un substrat singulier par rapport à ce qui se passe à côté, où la flore est habituée à un sol souvent riche, et ce n'est pas le cas. Et on voit arriver sur les terrils, puis qui sont abandonnés, énormément d'espèces extrêmement frugales, qui parviennent à vivre par la chaleur. On arrive même à trouver des plantes qui sont... plus associé au climat méditerranéen qu'à celui de la ville de Lens ou d'autres régions du Nord. Et puis des arbres pionniers qui parviennent quand même à s'infiltrer là-dedans, qui sont les bouleaux, quelquefois. Mais cela dit, ça peut donner petit à petit un nouveau sol. C'est un sol qui d'abord est inerte et petit à petit s'enrichit. Et ça devient, par l'apport des matières organiques qui se décomposent en matière minérale, une source de nourriture possible. Donc ça va être en mutation permanente pendant des décennies. De toutes les façons, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et que devient la mémoire du site? Parce que qu'on recouvre d'arbres les champs de bataille de l'Est de la France pour oublier les tranchées de 14-18, on peut le comprendre. Mais que l'on fasse disparaître une mémoire industrielle qui a été quand même la fierté aussi de ces populations, ça pose un problème pour l'intervenant? Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non, parce que ce n'est pas le cas. Juste, je te laisse parler. Non, justement, enfin, justement, il n'y a pas de malentendu. D'une part, ces terrils sont, parce que tu as raison, c'est une écologie extrêmement spécifique, très intéressante. Ils sont classés, protégés, ils sont classés à l'UNESCO. Ils sont protégés, et d'ailleurs, nous, on ne touche pas à ces terrils, bien entendu. C'est au pied de ces terrils que se développe toute une forêt, notamment avec des espèces pionnières, comme tu le dis. Mais, et par rapport à la mémoire humaine, la mémoire industrielle, bien sûr que ces terrils sont conservés, mais beaucoup de bâtiments sont conservés et restaurés. Donc, c'est un équilibre entre la présence de cette nature et une conservation de la mémoire qui n'est pas de notre compétence, mais qui est extrêmement à l'œuvre. Intégré, bien sûr. La friche, comme son nom l'indique, c'est le même mot en fait pour un champ en friche ou pour un territoire industriel. Ça devient quelque chose de... C'est un mot qui vient de cette région du monde, un peu plus au nord de la Belgique. Mais dans d'autres pays, ça ne s'appelle pas comme ça. Un baldío, c'est en Espagne,
quelque chose qui est juste un terrain abandonné. Ça dépend de l'endroit dans lequel on se trouve. Le mot terrain vague dit tout aussi. Oui, le terrain mot vague. bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est récemment abandonné et sur lequel arrivent des espèces dont on ne s'occupe pas vraiment parce qu'elles ne rentrent pas dans le réseau de l'exploitation industrielle ou même artisanale. Mais ça prépare une forêt, absolument toujours, partout, sauf exception dans des zones où le sol squelettique est tellement caillouteux et pauvre que là, il n'y aura pas beaucoup d'arbres qui vont finir par pousser. Mais sinon, oui. Et il y a un stade, disons, intermédiaire entre cette espèce de prairie diversifiée et la forêt, qu'on appelle la friche armée. C'est le moment où les épineux s'installent et où, au sein de ces épineux, commencent à pousser les ligneux, qui, eux, vont être protégés la plupart du temps des prédateurs logiques, qui sont des chevreuils ou des lièvres qui viennent manger les écorces. Donc les épineux, les ronciers en font partie, sont extrêmement précieux dans ce stade-là. Et ensuite arrive la forêt qui, ça met 14... J'ai vu ça, moi, dans la Creuse, hein, toutes les pentes abandonnées, j'appelle ça l'inversion du paysage, parce que les machines n'y vont pas, c'est trop pentu. Donc avant, les humains y allaient à pied avec leurs animaux, ils n'y vont plus depuis les années 40-50, et c'est devenu des forêts. Mais c'est passé de la lande à la forêt par la friche armée. En combien de temps ? Il faut une quarantaine d'années pour que s'installe la forêt d'une manière un peu solide, mais au bout de 14-15 ans, on voit les arbres qui sont déjà là. Et la population animale suit immédiatement ? La population animale sauvage ? Sauvage ? Oui, elle s'installe, évidemment. Les raisons pour lesquelles il y a énormément de sangliers partout en France aujourd'hui, ça n'est pas uniquement à cause des chasseurs, bien qu'ils soient les premiers fautifs, puisque ce sont eux qui ont fait des sans-cochons, ou des cochons gliés, hein. C'est un hybride qui fait 2 fois plus de portée. Et ils font des battues, quand il y a des pré-battues, quand il y en a qui sont officiels pour que les animaux s'en aillent, de façon à ce qu'ils puissent, eux, les tirer. Enfin, bon, c'est très au point, c'est très organisé. Mais ce qui se passe aussi dans le même temps, c'est que tous ces animaux parviennent à se développer bien plus facilement. Ils font des portées de 12 au lieu de 6, hein, dans des couloirs qui sont toutes les zones en pente de France. Ça arrive comme ça très loin, partout. Et on se plaint beaucoup de ça. Mais enfin, bon, voilà. Il y a donc 2 raisons. Oui. Il y a une raison de reconquête forestière, une raison aussi de jeu. D'exploitation du cheptel. Non, c'est le jeu. C'est pas un jeu pour moi. Christine, je vais en profiter pour montrer votre livre, Réparons la ville. Là, quand on est sur ce genre de travaux, on est exactement dans ce que vous appelez réparer la ville ? C'est un bon support pour parler justement, pour dézoomer un petit peu. La première chose, c'est qu'on doit aujourd'hui abandonner un certain nombre de préceptes qu'on a eus au XXe siècle. Beaucoup de gaspillage de territoire, on a étalé les villes, on a utilisé beaucoup de matières premières, énormément de sable pour le béton. On est à la limite planétaire de certains métaux, de certains matériaux. Et tout à coup, on arrive au XXIe siècle où on se rend compte avec la pandémie, le réchauffement climatique, avec les problèmes géopolitiques actuels, qu'il va falloir penser nos villes autrement. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut abandonner un certain nombre de choses et se re-questionner sur la manière dont on considère l'existant. Et donc, considérer, c'est un beau mot, parce que ça veut bien dire qu'on va regarder, on va réparer, on va se servir de l'existant, on va transmettre. En fait, comme s'il y avait une parenthèse enchantée autour du XXe siècle, je vous conseille de lire Ivan Illich, La convivialité, vous allez voir, c'est comme si on avait oublié, à un moment donné, notre rapport au territoire, notre rapport au vivant, notre rapport à la manière de construire. Finalement, on a construit nos villes pour l'automobile, on a construit nos villes pour l'automobile. Regardez les lotissements, vous verrez les façades des maisons, c'est des parkings. Hein, donc on n'a pas oublié les parcs un petit peu, on a fait des trottoirs et des routes, à tel point qu'un enfant entre 1950 et 2020 aujourd'hui a perdu quasiment 80% de sa possibilité de circuler seul. Donc en fait, on a arrêté de penser l'humain, la nature ensemble, on a rajouté finalement d'autres choses. Il y avait des pensées, des choses à faire, on avait beaucoup de monde à loger. Et là où ces exemples nous montrent les choses, c'est que tout à coup on dézoome, on se réapproprie le territoire,
On se le réapproprie là par le paysage, on peut se le réapproprier aussi par une architecture de circuit court en évitant d'aller chercher des matériaux à l'autre bout du monde et en travaillant tout ce qu'on voit dans la Biennale, la relation par exemple de cycle-terre, les matériaux du Grand Paris qui deviennent des briques de terre crue avec lesquelles on peut construire des bâtiments dans lesquels on va être plus adapté au changement climatique. Et donc on a des grands défis dans ce siècle en architecture et en urbanisme. Il faut qu'on ménage notre planète parce qu'en fait c'est notre premier habitat. Et ça c'est notre plus grand défi. À tous, qu'on soit architecte ou paysagiste ou constructeur ou promoteur ou élu, il faut qu'on ménage notre planète. Il faut aussi qu'on s'adapte, nous, êtres humains, parce que en 2100, c'est 74% de la population qui va se retrouver avec 20 jours de canicule mortelle par an. Donc s'adapter à ces conditions-là, c'est très compliqué. Ça veut dire que quand vous me posez la question quelle ville voulons-nous pour demain, bon, la ville de demain, elle est déjà là aujourd'hui à 80%, mais ça veut dire qu'on va énormément devoir s'adapter. Donc il faut qu'on trouve des systèmes, et c'est pas la climatisation qui va nous sauver. Mais ça peut être des réseaux de parcs. Ça peut être les réseaux de parcs, ça peut être la relation à l'eau, ça peut être l'utilisation de certains matériaux qui sont de meilleure nature dans la construction, ça peut être énormément de systèmes. En fait, l'architecture et l'urbanisme et le paysage sont des solutions par rapport aux défis de ce siècle. C'est là où la Biennale révèle des choses aussi. Et puis, il va falloir passer d'un urbanisme un peu individuel, je reviens sur la culture, à un urbanisme du partage. Et là, le paysage est un élément de partage. C'est le premier élément de partage. Avec l'architecture, c'est vraiment la base. Et là, c'est là où on va pouvoir développer des choses qui vont nous rassembler. Et donc, positionner finalement la ville comme la spatialisation de la démocratie. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on a envie comme société demain, dans ce monde où la Terre fait partie de nous. Et certains disent on va préserver la nature. Moi, je pense que c'est la nature qui nous préserve. Et donc, on a vraiment intérêt à inverser cette disposition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une forte mutation dans les métiers de l'architecture et de l'urbanisme, parce qu'on a besoin de penser autrement. Je vous donne un tout petit exemple, après je me tais. Aujourd'hui, un architecte, souvent, va sortir des catalogues et puis on va remplir à partir de matériaux qui sont dans les catalogues. Je pense que très rapidement, on va avoir des matériaux et on va se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et pareil pour les bâtiments. Et quand on dit réparer la ville, nous, on se positionne dans ce principe-là, c'est-à-dire que tout est support de projet. Le paysage, mais les bâtiments qui existent déjà. Et donc, halte à la démolition, partons de l'existant, réimaginons, réinventons, restructurons, et on verra qu'on va trouver des choses merveilleuses pour fabriquer entre nous du lien. Parce qu'en fait, les liens et les lieux, ça va vraiment ensemble. Merci. On va revenir évidemment sur beaucoup de ces aspects. Jean-François, deux questions. D'abord, est-ce que cette notion de friche disséminée dans notre espace francilien, c'est au cœur de ce que le Grand Paris aborde? Est-ce que vous avez pensé aussi le métro en fonction de cet aspect des territoires disponibles? Et puis la deuxième chose, c'est pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure sur les États-Unis, qui avaient su articuler autour de l'espace parc la construction de leur ville. Nous, on l'a un peu raté dans Paris et le Grand Paris au siècle passé. Est-ce que là, avec ce que vous faites, on va récupérer cette notion-là? Alors, comme vous êtes un homme poli, vous m'interrogez parce que je suis sur ce plateau, mais je dois dire que j'ai d'abord envie de continuer d'écouter. Vous êtes celui qui peut tout gâcher si vous travaillez mal. C'est précisément pourquoi j'ai envie de continuer d'écouter. Et de vous dire que ma première réaction, c'est que ce que j'entends est avant tout pour moi un formidable remède contre une chose que, comme maître d'ouvrage d'un grand projet d'infrastructure, le maire de Versailles, mon cher François, c'est ça aussi bien que moi, je suis confronté à beaucoup d'inquiétudes, parfois même d'angoisse, y compris sur un des secteurs que vous avez évoqué. Parce qu'on arrive avec une promesse de changement qui est un point d'interrogation. Et beaucoup d'habitants qui, tout naturellement, se disent ça va être des changements, mais lesquels? Et comme on est en France, s'il y a changement, c'est certainement quelque chose de mauvais qui va nous arriver. Et je trouve fascinant de constater, vraiment, je trouve vraiment fascinant de constater qu'on peut envisager aussi les choses autrement. Sur les paysages de friche, je vais y revenir un tout petit peu parce que malgré tout, j'aime bien écouter, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de répondre aussi.
sur les paysages de friche que vous évoquez, partir d'une question qui semblait angoissante pour en faire quelque chose, sur le plateau de Saclay, où nous passons et où nous rencontrons des vraies interrogations qui doivent être évidemment entendues et respectées. Imaginez quelque chose qui ressemble aussi à ce que nous prétendons faire, c'est-à-dire du lien. Imaginez ce lien à partir de l'existant et sortir, j'irai jusque-là, nous sommes presque dans un cadre académique, donc je sors de mon devoir de réserve, sortir de la pure dichotomie entre la construction et la protection. On évoquait la zone de protection de la loi de 2010 qui parle du Grand Paris, crée la Société du Grand Paris et crée en même temps cette grande zone de protection naturelle. Là encore, en n'étant pas tout à fait dans mon devoir de réserve, je pense qu'on aurait tort de se contenter de cette seule dichotomie et de considérer qu'il n'y a pas de continuité possible entre la construction de quelque chose et la protection, et que l'un s'oppose à l'autre. Ce qui me semble que vous commencez de montrer, c'est que ça n'est pas que ça. De toute façon, si on se contente de la pure protection et du statu quo, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Donc autant essayer d'y mettre de l'intelligence et d'écouter. 2 mots sur vos questions. Je parlerai peut-être pas de friche, d'autant que je ne suis pas suffisamment savant là-dessus. Je dirais simplement, j'évoquais cette loi de 2010, et puis ce qui peut-être parfois un tout petit peu sa limite, bien entendu que dans le dessin initial du Grand Paris, celui de la loi de 2010, et puis ce qui a suivi en 2011 et au-delà, il y a d'abord cette volonté d'anticipation. Donc d'anticipation sur une échelle large. Ce projet-là, il a plein de caractéristiques singulières. L'une d'entre elles est d'être global. C'est vraiment une vision globale de tout un territoire immense et très diversifié, avec un réseau qui a lui aussi une caractéristique singulière, c'est que ça n'est plus la radiale habituelle qui va vers le centre, mais c'est un réseau circulaire ou presque. Ça, c'est une rupture séculaire. C'est une rupture séculaire, absolument, et qu'on ne rencontre pas dans beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde, même si je pense que ça va se disséminer. Mais cette idée-là, cette idée de lien entre des territoires qui jusqu'ici n'en avaient pas, cette capacité à faire des choses que l'on ne faisait pas jusqu'ici, évidemment que ça nous a amené, et au long de l'histoire de la Société du Grand Paris, à essayer d'anticiper ce genre de choses. Donc à travailler à la fois sur des zones hyper denses, on traverse évidemment dans l'Est parisien ou dans l'Ouest parisien des zones qui sont d'une incroyable densité, mais on va aussi au nord comme au sud sur des zones qui sont beaucoup, beaucoup moins denses et où les problématiques et les angoisses sont évidemment fort différentes. Donc travailler là-dessus à partir d'éléments qui sont d'abord pour moi des ferments d'espoir. Il y a des gens qui réfléchissent intelligemment, qui ont de l'expérience, qui ont des idées et qui peuvent proposer quelque chose de constructif. Vous évoquiez, madame, aussi cette question de l'articulation avec l'architecture. Je profite de l'occasion pour dire que nous essayons aussi d'anticiper ces questions-là. Nous lançons en ce moment un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de travailler avec le monde de l'architecture sur la qualité de ce que nous faisons et de le faire avec une approche un peu globale. J'aurai l'occasion d'en dire un tout petit peu plus, mais vraiment ma seule réponse, c'est dans notre culture, l'anticipation de ce qui peut advenir, de notre impact, c'est probablement une des choses les plus importantes. Merci beaucoup. Je voudrais continuer en reparlant de biodiversité, Gilles. Dans ce mouvement que nous voyons aujourd'hui, où on voit que les métropoles attirent de plus en plus la vie de néo-citadins, mais aussi dans une rupture aussi du déséquilibre entre Paris et le reste de la France, puisqu'on voit des mouvements intéressants, est-ce que la biodiversité peut être grande gagnante de cela ? Ou au contraire, est-ce qu'elle va devoir assumer d'autres chocs parce qu'on va dévégétaliser, on va durcir certains territoires et parce qu'on va devoir inventer des modes de transport ultra rapides entre les métropoles qui vont se faire au détriment de la biodiversité ? Ça, je pense que là, étant donné la façon dont nous y prenons pour vivre, justement, modèle de vie, elle va en pâtir énormément. Qu'est-ce qui fâche ? Qu'est-ce qui blesse ? Si... toute la diversité, quelle qu'elle soit, est d'accord pour vivre avec nous, si nous sommes d'accord pour vivre avec elle. Mais si... Bon, alors non, déjà, il y a une vision culturelle. Est-ce qu'on accepte ou pas d'avoir un insecte qui arrive sur votre main et est-ce qu'il faut applaudir tous les insectes en les tuant, etc. quoi. Je parle des insectes, mais c'est valable pour absolument tout. Ça, mais peut-être qu'on ne les verra même plus parce que de toute façon, leurs habitats auront disparu. Imperméabilisation, ou parce que les écosystèmes sont morts quand on croit qu'on met
un produit pour supprimer une mauvaise herbe. Il y a aussi la névrose des invasives, hein, ça c'est dramatique. Ben, on ne supprime pas seulement une herbe, on supprime un écosystème, c'est-à-dire l'animal qui mange l'herbe, l'oiseau qui mange l'animal qui mange l'herbe, etc. Les champignons qui sont liés à tout disparaît, absolument tout. J'ai expérimenté ça une seule fois dans ma vie, et j'ai arrêté tout de suite. Donc tout dépend de la façon de s'en occuper. Vous pouvez dire, dans la ville, on fait du mêle-béton, hein, dans la zone sensible, au nord de Saint-Denis, Olivier Darnay fait un miel avec des abeilles qui vont absolument partout, parce qu'elles sont dans un endroit où finalement, même dans le tissu urbain, on ne met pas de produits qui tuent. Donc la ville devient finalement plus hospitalière qu'une zone agricole. Pour ce qui est du miel, oui. Pour ce qui est des abeilles, c'est évident. Donc les zones agricoles, bon, il y a des endroits qui sont un tout petit peu protégés dans l'Île-de-France et autour, mais très 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 peu. C'est ridicule par rapport à ce qu'on a connu il y a encore quelques années. Donc c'est un vrai grave problème. Et alors, je vais fâcher certainement quelques personnes, n'est-ce pas? Disant non, les terres agricoles ne sont pas protégées. Sur les plus riches de France, les plus belles, le plateau de Saclay. Et voilà, ils s'en vont d'ailleurs. J'avais fait une étude pour la revalorisation des sols morts, sols stérilisés avec seulement une plante, le maïs. Vous en avez plein comme ça, hein, mais vraiment une seule, jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte, il n'y a plus rien, tout est traité. Comment ferait-on pour offrir à ceux qui ont les 2300 hectares, ou je ne sais plus si c'est 2003 ou 3002, protégés de l'urbanisme, paraît-il, pour leur donner la meilleure manière de passer d'un sol stérile à un sol juste nourri aux engrais, alors que la terre est remarquable au départ, à quelque chose qui est une culture en bio. On les aide, évidemment. C'est possible, en un nombre d'années raisonnable, de revenir... C'est tout à fait possible. Et le projet avait été avec l'Agence des espaces verts sur une parcelle de 17 hectares, pas loin de Polytechnique, là, un très beau terrain, où on avait d'ailleurs une femme qui était exploitante agricole, qui était d'accord pour faire le projet, avec 16 formules, en cultivant des plantes, mais aussi en mettant des broyats, des BRF, des couvertures, enfin bon, en mélangeant tout, trouvant quelle est la meilleure, la plus rapide, pour remettre la vie dans le sol. C'est juste ça. Et on donne la formule aux exploitants agricoles. Et la réponse varie d'un terroir à l'autre ou... Il n'y a pas eu la réponse. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu l'expérimentation. Parce que c'est tombé à l'eau. Parce que c'est un territoire qui est sous une spéculation qui n'est pas celle-là, voilà. Ouais. Plus foncière qu'autre chose. Bon, c'est dommage. C'est très triste. Et ça fait partie des choses qu'on observe absolument tout le temps, que l'assistance devrait être vraiment donnée à ceux qui ont. C'est pas seulement ceux qui veulent passer en bio, c'est que tout le monde a besoin que l'on passe à une production ouvrière qui ne tue pas, tout simplement. C'est tout. Pas seulement ceux qui sont les exploitants agricoles, mais ceux qui sont les consommateurs, évidemment. Alors, bon, je passe là-dessus, parce qu'on aurait beaucoup à dire sur... toute l'Île-de-France. J'espère aussi. Mais je voudrais juste vous parler de ça. Allez-y. Ça vient juste de sortir, donc vous ne pouvez pas la trouver, mais vous l'avez peut-être le trouver maintenant. C'est les carnets du paysage de l'école de Versailles, qui est à propos de la BAP. Donc c'est avec des articles qui ont été écrits par des auteurs invités à l'expo. Et l'article de Sébastien Marot aborde le sujet que vous abordez aujourd'hui, que vous désirez. C'est Terre et Ville. Lui, il s'appuie sur l'étude de David Holmgren. Je regarde parce que j'ai du mal à prononcer. C'est celui qui a inventé la permaculture. Hein. Mais alors, ce sont donc 4 scénarios du futur. Vous les lirez, ça vaut vraiment la peine. Hein. Et un qui va avec un réchauffement climatique très fort et une diminution d'accès aux énergies, un autre où le réchauffement climatique est plus faible mais on a encore de l'énergie, un autre où le réchauffement climatique est immédiat, il n'y a plus d'énergie, etc. Vous avez 4 scénarios comme ça. Et je trouve que c'est extrêmement utile parce que ça donne, alors pour le coup, des tissus urbains qui sont tous différents et un mélange entre les productions vivrières, parce qu'on est dans cette espèce de nécessité de survie, et l'urbanisme lui-même.
Et il y a plusieurs formules. Alors, il y en a qui sont... C'est des très beaux dessins. Hein. Ils sont complètement des rêves, mais en même temps qui donnent une caricature, mais visuellement très forte, de ce que ça pourrait être que l'un de ces 4 scénarios. Pour moi, le plus intéressant, c'est celui qui est le plus modeste, en fait. Hein. Je les ai rebaptisés. Je vous laisse après le micro. Mais il faut que je retrouve où j'ai mis ça. Voilà. Broad text, c'est là, pour l'auteur, c'est un pic des énergies fossiles qui disparaît lentement, donc ça va, on continue, quoi. Et un changement climatique qui peut être quand même rapide. Mais on continue à utiliser tout ce qu'il faut, qu'on a l'habitude d'utiliser, on ne change donc pas de modèle d'exploitation. Ça, pour moi, c'est une illusion de la maîtrise, simplement. On pense que grâce à la technologie et notre grosseur du cerveau, peut-être, on arrive à faire les trucs, tout ce qu'il faut. Vous ne croyez pas à une invention de rupture qui nous permettrait que ce scénario soit viable? Je pense que toute la confiance qui est mise dans la technologie va au détriment de la connaissance de notre propre génie naturel, parce que nous l'avons abandonné. Nous sommes des animaux. Mais comment peut-on faire pour percevoir ce qu'il y a là-bas, à l'autre bout de la salle, par le nez, là? On ne sait pas, on savait. Bon, je dis ça, c'est un exemple caricatural, bien sûr, mais il y a plein d'autres choses. Il y a quelque chose qui passe par des modes de communication que nous avons perdus, que nous n'exerçons pas. Heureusement, il y en a quelques-uns, on a encore une sensibilité. Mais on ne fait pas confiance à quelque chose qui est qu'est-ce que nous dit notre corps. Les animaux font tous ça. Pourquoi? Parce que nous avons développé un cerveau très gros. Vous savez que les mamans, elles s'accouchent humaines. Je ne sais pas, plus que 6 mois, enfin, avant. Sinon, le bébé, il ne sortirait pas, hein, parce que la tête est trop grosse. Vous savez ça. Alors après, on a un truc qu'on n'utilise qu'un 8e à la fois, il paraît. Mais on vient de naître, on vient d'arriver sur la planète aussi. Tout ça, c'est tout à fait nouveau. Donc on ne sait pas encore comment vivre. Par contre, on est fasciné par notre génie artificiel, par notre technologie. On fait de Elon Musk tout le temps. Ben oui, bien sûr. Et on s'en va aller sur Mars. Mais est-ce que pendant ce temps-là, il faut tuer l'endroit où on vit? C'est pas sûr, ça. On pourrait essayer de vivre quand même, quoi. Voilà. Bon, alors ça, c'est donc excusez-moi, c'est broad text. Donc de grain fresh, ça c'est la transition, c'est pic fossile lent, mais changement climatique lent aussi. Donc là, on a confiance en la lenteur, pourquoi pas. 3e scénario, pic fossile rapide, changement climatique lent. Heath Stewart, il appelle. Ça, c'est plutôt la migration vers les campagnes, c'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment. C'est-à-dire des déplacements de population pour s'adapter au bon rythme à cette évolution. Oui, c'est assez étrange, hein. Toutes les maisons qui étaient... Moi, j'habite la Creuse, un pays perdu. Hein. Toutes les maisons qui étaient à vendre depuis des années, elles sont toutes vendues. Ça y est. Des petits bouts de terrain, les gens sont contents. Ça peut marcher, même au niveau planétaire, ce genre de migration lente. C'est sûr. Si ce scénario est bon. Oui, bien sûr. Et donc là, on est dans la migration. Et le 4e dernier, c'est Lifeboat, c'est les solutions de sauvetage. Là, c'est vraiment parce qu'on est allé trop loin, on ne sait plus s'en sortir. Pic fossile rapide de chute et changement climatique rapide. Pour moi, ça a quelque chose à voir avec l'opportunisme biologique. C'est-à-dire que quand il y a on ne sait pas se faire autrement, on va là où c'est possible de vivre. On bouge, on est obligé. Toutes les migrations aujourd'hui répondent à ce modèle-là, que ce soit à cause de guerre ou changement climatique. Et on ne doit, pour moi, hein, on doit accepter toutes ces modifications géographiques parce que ils sont des êtres vivants, ils bougent. Nécessité fait loi. Oui, là oui, c'est biologique. Sur une partie des signes d'alerte de Gilles, que répond l'architecte? Est-ce qu'elle peut répondre que les nouveaux matériaux dont vous parlez ou les matériaux qu'on aura à notre disposition vont répondre au pic des énergies fossiles et aux problèmes énergétiques sans problème? Est-ce qu'on peut répondre par l'architecture à des migrations de population assez rapides mais supportables du type tous dans la Creuse pour retaper des vieilles maisons? Ou bien est-ce que vous n'avez pas de réponse à cela et que la boîte à outils de l'architecte n'arrivera pas à suivre?
Bon, alors l'architecte n'est pas Superman, mais il y a une possibilité d'essayer. Moi, j'ai pas envie qu'on abandonne. Donc, je crois que nos métiers sont... Il y a fondamentalement une espérance, mais qu'on peut pas avoir seul. Oui, il y a des choses que nous pouvons faire, mais pas seul. Changer les pratiques, on peut pas le faire seul. Arrêter de spéculer sur des produits immobiliers, on ne peut pas le faire seul. Arrêter de spéculer sur les terres agricoles, nous ne pouvons pas le faire seul. Je parle de mon métier, mais je parle aussi des paysagistes. Donc c'est forcément un changement de paradigme global. Par contre, là, dans ma position, puisque j'interviens en tant que présidente de l'Ordre, nous, on vient de sortir un plaidoyer et on plaide pour ce que vous dites. C'est-à-dire, on plaide vraiment pour l'habitabilité de la Terre et pour essayer de mettre nos maigres moyens à disposition de ceux et de celles qui nous aident. Donc on ne pourra pas tout faire. Mais là, aujourd'hui, on est loin d'y arriver. Il y a un mot, on dit oui, il y a beaucoup d'architectes pionniers, des paysages pionniers, des pratiques pionnières. Pionnier, ça vient de la botanique. C'est exactement ce que vous disiez. Pionnier, c'est quand finalement, on essaye de trouver sa place parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans le système et qu'on essaye on contourne en fait. Et là, aujourd'hui, en dézoomant, il faut qu'on se positionne autrement. Il y a un peu une recherche de bon sens à avoir et qu'on a énormément perdu. Ce que je disais tout à l'heure, la réponse... Non, je vais vous donner un autre exemple. Pendant la pandémie, il y avait ces petits systèmes pour calculer le dioxyde de carbone qui ont été donnés dans toutes les écoles pour éviter que les enfants et les professeurs attrapent la Covid. Et des écoles disaient « Ah, c'est un scandale, on n'en a pas, etc. » Et puis, alors, si ça sonnait, il fallait ouvrir les fenêtres. Et puis, si vous n'aviez pas de système, il fallait ouvrir les fenêtres. Donc, en fait, la question, c'est juste qu'on a oublié qu'une pièce, ça s'aère. Voilà. Donc, on a un système collectif à retrouver de bon sens, d'intelligence, de relation à notre habitat. On habite dans les pays occidentaux d'une manière totalement différente, d'ailleurs. L'autre jour, je parlais avec le philosophe Philippe Simet qui me disait « Mais Christine, on considère tout comme de la ressource. » Mais en fait, la ressource pour nous, c'est-à-dire qu'on est prédateur de toute la planète, en fait. À chaque fois qu'on prend quelque chose, on est prédateur. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'on a des ressources, mais on a aussi beaucoup de choses qu'on a déjà utilisées, et puis on le considère comme du déchet. Regardez la dernière loi, excusez-moi, je parlais de loi, climat et résilience, dit que si nous démolissons un bâtiment, nous devons faire un diagnostic déchet de ce qu'on produit comme déchet. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse un diagnostic ressources. C'est-à-dire, puisqu'on va déconstruire ou démolir, ce qui n'est déjà pas une solution qu'il faut regarder forcément de la manière la plus positive, voilà, non, c'est pas une priorité du tout, c'est plutôt l'inverse. Comment est-ce que ce qu'on a devient ressource pour construire et pour fabriquer? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, certains me disent « Ah, mais la présidente de l'Ordre, elle veut plus construire. » Si, mais différemment. Construire, ça peut se faire différemment. Réhabiliter, c'est construire. Réhabiliter, c'est construire. Réparer, c'est construire. Excusez-moi, je vais redonner encore une petite chose, mais il y a quelques années, moi, je réparais mon vélo, je remettais la chaîne, j'étais la plus fière des enfants. Je réparais la 2 chevaux de mon frère, j'étais la plus fière. Je vous dis, aujourd'hui, quel mécanicien répare sans ses électrodes une voiture ? Voilà, l'habitat, c'est un peu pareil. On a oublié les choses les plus primaires. Et ce qui est intéressant avec les matériaux locaux, avec le retour aux matériaux terre, qui composent quand même 15% de notre patrimoine français, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on revient à l'essence même de notre rapport à la matière, à l'écosystème, au monde. Et donc, on réapprend. En fait, on désapprend à être dans un espèce de système complètement cloisonné par ce qu'on avait avant. Et donc, on réapprend tout simplement à être un humain sur Terre. Ce que vous dites là va avec ce que disent les étudiants d'AgroParisTech. Vous l'avez vu, la vidéo.
Même si c'est vrai qu'il a fallu loger des gens, nourrir des gens dans une croissance démographique très forte, et que les choix qu'on a faits il y a 50 ans n'étaient pas forcément des choix cyniques, mais des choix de réponse urgente, hein, comme vous l'avez dit. Michel, deux questions. Est-ce que l'avenir ne va pas être quand même un maillage absolu, à une sorte de marqueterie très fine, où on voudra que les lieux de travail, que les lieux de vie et que les paysages, la nature, soient totalement imbriqués, pour qu'on n'ait pas l'impression de devoir se déplacer pour aller de l'un à l'autre? Moi, je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord dire autre chose. En fait, je me rends compte qu'on était 3 voisins. Donc, à Saclay, Gilles a eu un projet d'agroforesterie, plutôt au nord de cette lisière. Vous avez un projet assez considérable de métro, et j'ai un projet de paysage et d'urbanisme qui tente de faire ce que tu proposais, donc d'accompagner ces très grands travaux avec cette frange, je ne sais pas comment le mettre, enfin cette lisière que je vous ai décrite tout à l'heure. Et ce qu'on peut se dire quand même, c'est que la situation est intéressante parce que ceci n'était pas un projet. Dans la loi du Grand Paris qui protégeait les terres agricoles, enfin qui a donné une limite, protéger n'est pas le mot, qui a donné une limite, tout le reste était constructible. L'idée qu'il y ait ce territoire de transition, ce territoire expérimental, n'existait pas. Il a fallu convaincre des élus. D'ailleurs, certains de ces élus, on peut le dire aujourd'hui parce qu'ils ne le sont plus, qui ont été clients, s'opposaient à cette idée de lisière. Donc ce n'était pas du tout un projet politiquement acquis. Il a fallu, et il faut toujours, convaincre. Pour dire les choses très directement, j'ai eu des conversations nombreuses avec le directeur de l'INRA et avec le directeur d'AgroParisTech, en disant, mais voilà le lieu expérimental, ce que tu proposais, où enfin on va pouvoir montrer, vraiment essayer à une dimension correcte, 7 km, une agronomie de transition dont on sait bien qu'elle est une urgence. Il y a déjà les bassins qu'on a vus, hein, qui sont là. Oui, non, ça c'est pour observer la flore aquatique, mais très sérieux. Et on a eu, je l'avoue, et on a toujours d'immenses difficultés. En gros, ça n'intéresse personne. On pourrait même dire, il y avait des journalistes hier ici. On n'a pas réussi à en attirer beaucoup pour expliquer cela. Souvent, on a demandé aux journalistes du Monde d'évoquer cette complexité-là, l'organisation de notre territoire, sa transformation. On a beaucoup de peine à les attirer. Ils s'intéressent en réalité à des gadgets, par exemple de l'agriculture sur une petite toiture, qui sont intéressantes, bien sûr, on s'y intéresse aussi. Mais cette complexité, cette échelle, ces urgences n'intéressent personne parce que c'est compliqué, c'est long, il n'y a rien de drôle à regarder. Donc la conclusion, parce que moi j'aime bien, pas la conclusion, enfin, ce que j'ai envie de dire, oui, il s'agit d'être constructif et même d'avoir une fierté dans cela. Je prétends, dans ce qu'on montre avec les grands bassins miniers, qu'on atteint une échelle qui a une certaine grandeur, où on a envie à la fois de construire, de se développer, oui, de dire, voilà, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont vivre là, comment leur offre-t-on une ville dont on est fier, dont on est heureux, et quand même, Gilles, pas avec cette... il ne s'agit pas d'un refuge, quoi. Il ne s'agit pas de sans peur, finalement. C'est pas le sanctuaire donc, pour éviter la catastrophe. Technologie. C'est avec l'intelligence que tu évoques, avec ce nouveau rapport, avec un rapport plus intelligent au vivant, mais à une échelle qui est la nôtre. Je veux dire, au fond, qu'est-ce qu'on va raconter aux Ukrainiens? Ma mère ukrainienne, je peux me permettre de le dire. Comment ils vont reconstruire? Comment est-ce qu'on a reconstruit nos villes? Comment on a fait nos villes nouvelles? On n'en est plus là, on est beaucoup plus loin, et positivement, et grâce à des personnes comme toi d'ailleurs. Mais c'est intéressant cette histoire de Saclay. Tout le monde s'en fout. Tout le monde pense que c'est suspect. Avoir un grand campus universitaire n'intéressait personne. C'était la patate chaude. Personne n'a voulu politiquement porter ce projet. Tu as vu une expérience avec le maire de Palaiseau. Certes, on a réussi à étendre un peu cela. On est accepté finalement, le métro n'a pas tout détruit, donc on coexiste. Mais ça, ce sont des vrais projets politiques, me semble-t-il. Je regarde François, justement, qui est l'auteur de tout ceci. Oui, ça, c'est un vrai projet politique. Le projet de lisière est un vrai projet politique, à son échelle juste. Moi, ce que je redoute parfois, Gilles, c'est finalement une esthétisation de peu de moyens. Peut-être qu'à des moments, tu sais, on se moque de beaucoup d'élus, sauf de François, qui se sont beaucoup livrés en ville à ces préfigurations avec
le container et la palette. Il y a un côté kermesse permanente partout qui se substituerait au désir de construire à l'échelle juste. Et moi, j'avoue que ça ne me plaît pas parce que moi, j'accepte de mettre les mains dans le cambouis. J'ai construit dans 26 pays. En Russie, beaucoup. Très bon projet. Voilà, j'aimerais qu'on s'adresse à ces sujets majeurs avec une certaine santé. C'est une série de contrepoids qu'il faut essayer de mettre. Non, mais qui ne veut pas dire cynisme. La santé, la fierté n'est pas le cynisme obligatoirement. C'est vrai qu'il y a des périodes cyniques, il y a des populations cyniques, il y a des projets immondes. On est bien d'accord. Parfois pour répondre à la nécessité d'une reconstruction urgente ou d'une démographie galopante, non, comme en 1945 ou dans les années 60. Non, il y a des projets infects, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'alibi, quoi. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le dire globalement. Mais ce que j'ai envie de dire, cet exemple de Lisière me paraît intéressant, parce qu'au fond, personne n'en voulait. On le fait malgré tout le monde. Il a fallu se battre avec un ancien ministre de la Ville pour faire accepter cette idée-là. C'est-à-dire qu'on ne construirait pas tout, qu'il n'y aurait pas de continuité urbaine comme il était annoncé sous forme d'un lotissement permanent, qu'on se laisserait de la surface pour fabriquer ce lieu intermédiaire. On n'a pas réussi à motiver AgroParisTech comme on l'aurait voulu. Je n'ai jamais pu attirer quelqu'un de l'école du paysage de Versailles dans cet endroit-là. Ça intéresse peu de gens. Mais personnellement, je continue. On y croit et on a bon espoir que ça diffusera et qu'on arrivera à faire des projets. On a besoin de ton intelligence pour faire fonctionner cela et on a besoin de vos moyens pour que ça existe. Jean-François, justement, quelle réponse peut apporter votre projet à ces espoirs de développement de nouvelles villes autour du mode Lisière ou de manière beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a connu avec le fameux lotissement et l'étalement perpétuel? Déjà, je suis très content que vous fassiez appel plutôt à mes moyens qu'à mon intelligence. Ça me rassure. Et je pense que c'est de nature à rassurer tout le monde. D'autant que des moyens, j'en ai pas mal. Et qu'à l'inverse... j'ai pas de meilleure réponse que celle de l'anticipation. J'en aurais peut-être une supplémentaire, mais pas meilleure. C'est que j'ai vraiment le sentiment que notre débat est un débat politique qui consiste à dire comment est-ce qu'on fait pour réinstaller sans doute, les conditions d'un débat démocratique sur les questions de fond. Moi, ce que j'entends là, c'est d'abord, malgré tout, ça a marché, enfin, ça fonctionne de temps à autre. Peut-être qu'on tâtonne, peut-être qu'on n'a pas les bons instruments, mais au minimum, on ne peut pas dire, étant présent dans ce débat, que les questions ne sont pas posées et qu'on n'a pas de tribune pour porter une parole qui, naturellement, doit être confrontée à la parole d'autres qui pensent un peu différemment et que tout ceci permette de construire une réponse qui est une réponse politique. Donc il y a un nouvel élément qui me rassure dans cette capacité à le faire, et puis dans la démonstration où nous sommes, que finalement, dans un certain nombre de cas, on arrive à poser les éléments du débat qui font émerger quelque chose qui ressemble à une amorce de solution, ou en tout cas à l'amorce de quelque chose qui n'est pas l'action inconsciente, l'hubris délirant, ou voilà, l'incapacité à anticiper sur les problématiques de demain. Donc voilà, si je reviens à la modeste place d'un maître d'ouvrage public sur ce genre de sujet, pardon. Juste dans cette volonté d'anticipation, est-ce que vous envisagez le cas où, avec des modes de développement urbain totalement nouveaux, répondant aussi aux nouveaux comportements tels que le télétravail ou un rapport au déplacement qui oublie la bagnole, qui fasse l'économie de déplacement le plus possible, que l'outil que vous bâtissiez aujourd'hui soit largement assez dimensionné, voire surdimensionné pour les décennies à venir? En fait, vous êtes en train de me demander si j'anticipe le fait que je ne sers à rien. Si, c'est-à-dire que vous allez, tout en disant quelque chose, on va construire un métro qui va répondre au minimum. Eh ben non, il va répondre peut-être beaucoup plus largement que ceux que l'on aura besoin d'affronter. Merci, c'est la bonne réponse. Enfin, je veux vraiment pas, parce que c'est pas la tonalité, rentrer dans des aspects un peu de technique juridique, mais qui comptent. Hein. C'est comme ça que se traduit la politique, un outil juridique qui ensuite essaie d'orienter les comportements d'une manière opportune. On essaie, quand on construit ces projets, d'avoir des analyses qui anticipent ceci, qui font des études dites socio-économiques, qui font des analyses environnementales. Je ne dis pas que ce sont des réponses parfaites, mais au minimum, on ne peut pas contester qui a émergé au cours des années récentes
dans l'action politique, dans la conception politique, le fait que ceci est pris en compte. Moi, j'ai toujours du mal, je le dis aussi très, très clairement, à considérer que les difficultés n'ont qu'une seule origine, qui serait l'incapacité des politiques à anticiper. C'est pas vrai. Leur métier est celui-ci, leur fonction est celle-ci, et dans l'immense majorité des cas, ils s'engagent. C'est pas facile de s'engager aujourd'hui, hein. Ils s'engagent pour essayer de trouver des réponses à des questions sur lesquelles ils savent avant tout que leurs électeurs éventuels considéreront qu'ils font tout n'importe comment. Donc c'est pas facile. Et je trouve que l'essentiel, c'est, en tout cas là où nous sommes, d'installer les conditions d'un débat démocratique. Encore une fois, moi je ne sais pas répondre à ces questions autrement, d'un débat démocratique qui permette d'avancer. Mais juste pour répondre à ça, bien sûr qu'on essaie d'anticiper ça. Je ne veux pas utiliser le terme un peu galvaudé parfois de résilience, mais on essaie de comprendre en quoi ce qu'on construit est capable de s'adapter à ce qu'on n'a pas tout à fait imaginé. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est en ça aussi que, de mon point de vue, le modèle Société du Grand Paris est un modèle intéressant, parce qu'on nous a donné les moyens de réfléchir à ça. On a un conseil scientifique, on essaie d'ailleurs de l'enrichir en ce moment, d'y rajouter des éléments pour anticiper ces questions. Donc au-delà de la réponse immédiate très concrète, qui est celle d'un établissement public, est-ce que j'ai coché les bonnes cases juridiques ? Pas de mépris dans mes propos, qui me permettent de dire oui, ce que je suis en train de faire est intéressant du point de vue de ce qu'on peut, en l'état actuel de nos connaissances, anticiper. Au-delà de ça, on essaie d'aller un peu plus loin et de comprendre de quelle manière notre réseau pourra être intéressant s'il n'est pas exactement ce qu'on a imaginé. Moi, j'ai coutume de dire, notre impact sera très majoritairement autre que celui qu'on a imaginé. Et un dernier mot, pardon, je suis un peu long, un dernier mot. Une des clés très concrètes, même si là aussi c'est sans doute galvaudé, vous en parleriez tous les trois beaucoup mieux que moi, une des clés nous semble être une double notion, celle de la modularité, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on fait est apte à se transformer, et celle de la réservation, c'est-à-dire est-ce que dans ce qu'on fait, il y a d'autres hypothèses de développement qui restent possibles. On tient beaucoup à ça, on essaie de l'appliquer à ce qu'on fait sur l'infrastructure et ce qu'on fait surtout sur les quartiers de gare. Merci beaucoup. Puisque vous avez parlé de débat démocratique, on a un petit quart d'heure pour des questions de la salle, s'il y en a. Monsieur. Alors, on vous donne même un micro, vous voyez, pour... Oui. Il me semble que la grande difficulté pour développer quelque opération que ce soit cohérente avec l'urbanisation de l'Île-de-France, par exemple, c'est que dans les collectivités locales, un projet d'urbanisation sensibilise toujours l'opposition d'une municipalité. Et les partis politiques d'opposition s'engouffrent sur cette opposition qui est presque naturelle dans une population qui, comme vous l'avez évoqué, est effrayée par toute urbanisation et bétonisation. Les partis politiques d'opposition se précipitent sur cette crainte de la population pour exploiter politiquement contre le maire en place, par exemple, cette opération, et il y a des recours systématiques maintenant sur tout projet de construction. Ça, c'est un paradoxe politique dont je ne sais pas quelle est la solution. Mais en tant qu'urbaniste, j'ai pratiqué des collectivités de toutes couleurs politiques et j'ai constaté ce phénomène partout. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que les partis politiques d'opposition sur le plan local exploitent effectivement ces projets d'urbanisation contre le maire en place, mais néanmoins, au niveau national, quand ces maires se présentent à la députation, le même parti qui les attaque sur le plan local les soutient sur le plan des élections départementales. Je ne citerai pas d'exemple parce que ça ne serait pas gentil pour certains candidats aux futures législatives, mais pourrais en citer. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cela? C'est-à-dire le débat démocratique renversé contre... Non, c'est la logique du... Non? Personne ne veut répondre? Moi, je veux bien
viens de dire une chose, c'est que oui, la ville, c'est le lieu du débat démocratique, la fabrication de la ville. Ça cristallise les choses et c'est bien normal. Après, on a le temps des élections et on a l'anticipation. Aujourd'hui, on a besoin d'un courage politique qui dépasse les 5 ans. On l'a vu avec les élections présidentielles, le logement, l'aménagement du territoire n'a pas été un sujet. Moi, je me suis fait toutes les écuries de campagne, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc tout ça pour dire qu'on a un vrai sujet, c'est qu'on ne se positionne plus, il n'y a pas de vision, et il n'y a pas de stratégie sur le long terme, et donc il n'y a pas non plus de débat mis en place, parce que s'il n'y a pas d'idée ou s'il n'y a pas de vision qui est portée, il n'y a pas de débat. Et l'autre chose, c'est que c'est un peu chasse gardée, c'est-à-dire que regardez un PLU, moi ce qui m'a toujours choqué, c'est que vous arrivez, vous êtes pétitionnaire, vous voulez faire une extension de maison, vous arrivez, vous allez voir le service urbaniste de votre ville, on vous tend comme ça le règlement de zone. Comment vous voulez comprendre un projet de territoire où vous allez inscrire votre nouvelle construction si on vous donne juste un règlement? Il faut comprendre un récit de territoire, il faut comprendre dans quoi on s'inscrit. Et ça, c'est compliqué à faire passer ce message. La consultation populaire, projet par projet, ça peut être une solution à ces blocages politiques? En tout cas, il faut plus d'urbanisme, plus d'architecture, plus de paroles sur les lieux où on habite partout. À l'école, dans les rues, dans les cafés. Il faut des conservatoires d'architecture pour les enfants, comme il y a des conservatoires de musique. Il faut, et de la ville. Il faut une éducation beaucoup plus massive pour que ça devienne un débat et qu'on puisse parler finalement de nos lieux de vie aussi simplement qu'on parle de savoir si un vaccin est bon ou pas bon. Ça, on en a parlé. Jean-François, un mot peut-être sur cette bonne manière de faire fonctionner le débat démocratique pour qu'on ne soit pas dans des prises d'otages de chaque projet. On n'a plus qu'un seul micro parce que l'autre est dans la salle. Ne me tentez pas sur ces questions qui, encore une fois, vont me faire déborder dans des zones où je n'ai pas trop le droit de m'aventurer comme aux fonctionnaires. Alors, je vais commencer par mon petit quart d'heure de cuistrerie. À l'époque, Alcibiade se fait ostraciser au prétexte qu'il est juste. Voilà. Puis à la fin, Athènes disparaît. Donc oui, c'est le débat démocratique dans les cités. Ça ne marche pas toujours. La démagogie, ça marche aussi. Mais on ne sait pas fonctionner mieux. Je pense qu'on ne sait pas fonctionner mieux. Donc sur cet aspect de la consultation populaire, qui est un sujet, à mon sens, extrêmement intéressant, il faut qu'il y ait du débat. Je me retrouve exactement dans ce que vous dites. Mais je pense qu'il faut aussi faire très attention quand on met en place les dispositifs qui nous font abandonner la démocratie représentative, ou en tout cas l'abîmer. C'est dangereux aussi. Débat, décision, c'est deux... Absolument, absolument. Une autre question peut-être? Oui, on a des mains qui se lèvent. Allons-y, monsieur. Je crois qu'il y avait une main au fond. Voilà, monsieur Davat. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous voyez, chacun d'entre vous, la Smart City. Smart City. Alors, quelques mots peut-être simplement de chacun. Oh, vous êtes sympa. Bon, on voit bien que les architectes sont donc les gens les plus courageux du monde. J'y vais. Avec tout votre soutien, c'est ça les hommes. Donc la Smart City, donc la ville intelligente. Moi, je préfère les hommes intelligents. Donc je pense qu'effectivement, on a utilisé ce mot-là de manière extrêmement galvaudée, comme on le fait pour beaucoup de choses. Voilà, à un moment donné, on a utilisé d'autres mots, et puis on va en utiliser d'autres, et à chaque fois on les rajoute. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des fois des gadgets qui apparaissent en architecture, il y a des gadgets qui apparaissent en paysage, donc c'est des modes. Et ça, c'est une mode. Voilà. Par contre, c'est ça. Exactement. Savoir utiliser tout ce qui est innovation pour aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, le bon sens va être sur la sobriété, va être sur la manière dont on limite l'usage des matériaux. Ça va être le bon geste au bon endroit. Et donc, aujourd'hui, développer de plus en plus de systèmes, de plus en plus de choses, regardez à quoi ça nous a amené. Ça nous amène vraiment à la climatisation. Enfin, je veux dire, je reviens à ça. Quand on regarde... les pays d'Afrique et la manière dont ils climatisent certains espaces ancestraux, on a quand même d'autres systèmes de ventilation que de venir rajouter des systèmes électriques, etc. Nous, on ne fait même plus des logements qui permettent de ventiler naturellement, puisqu'on est souvent mono-orienté. Donc même la base de la base, on n'y pense plus.
Donc, oui, à l'innovation, l'intelligence, etc., mais au service d'un projet collectif. C'est ça la vraie question. Une autre question, monsieur? Voilà, allez-y, je ne sais pas si le micro va remonter jusqu'à vous. J'ai une question. Pardon. Je vais faire sans micro. La première qualité d'un habitat, c'est de pouvoir profiter de son environnement immédiat, dans les quelques centaines de mètres qui sont autour, et de ne pas être obligé de prendre un moyen de transport pour aller respirer de l'air un peu plus frais, un peu plus propre ailleurs, ou de pouvoir s'entendre en train de discuter avec quelqu'un parce qu'on est complètement noyé dans un bruit de véhicule. Or, aujourd'hui, avec un certain cynisme, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, et sous la pression d'une logique de construction assez myope des pouvoirs publics, on se retrouve avec des constructions qui se font dans des endroits où tous nos prédécesseurs ont pris la précaution de ne pas mettre d'habitat, c'est-à-dire le long des autoroutes, le long de toutes les grandes routes à grande circulation, et je pourrais citer 6 exemples précis de développement qui se font à moins de 10 km d'ici, où on ne pourra pas s'entendre discuter dehors, et où l'ambiance chimique sera extrêmement polluée. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'un ensemble vraiment pluridisciplinaire de gens se mettent d'accord sur ce qui pourrait être un indice un peu global d'habitabilité, qui intègre un ensemble de paramètres, y compris le bruit, et qui n'intéresse pas grand monde, s'en fout quand on va passer, bien sûr, et la qualité de l'air, de façon à guider les responsables, les édiles et les responsables municipaux, qui aujourd'hui sont simplement abandonnés à la nécessité de la construction. Michel, peut-être sur l'habitabilité, l'indice d'habitabilité, sachant que peut-être le 100% de véhicules électriques va nous permettre de discuter peut-être des autoroutes. Oui, mais bon, dans 40 ans peut-être. Non, c'est une question difficile, très franchement. Moi, je comprends quand même dans de nombreuses situations qu'aujourd'hui, on gère des équilibres multiples. Par exemple, on cherche à être proche des systèmes de transport. Tous les travaux relevant du Grand Paris, pas du vôtre, pardon, mais de ce grand territoire, tous ces projets de réinventer je ne sais quoi, consistent à souvent ce que vous dites. C'est on vient densifier dans des endroits qui ont l'air impropres, mais qui aujourd'hui ont cet avantage d'être proches de moyens de transport. Donc, c'est cette histoire de vaccin, pratiquement de bénéfice-risque. Je comprends qu'on trouve que la proximité du transport, le fait que ces logements soient reliés à de nombreuses autres choses dans la ville est un avantage considérable qui vaut la peine. Enfin, parce que sinon, enfin, ça me paraît la chose clé. C'est pas, je pense, toutes ces opérations de densification récentes que l'on observe ne relèvent pas tant du cynisme que de cette mise en réseau de systèmes de transport aujourd'hui. On a vu ça dans de nombreuses métropoles françaises où effectivement, le long de trams, souvent, on est venu construire à des endroits qu'on n'imaginait pas autrefois parce que ce transport évite tout le reste. Le bien-être à un endroit, c'est d'abord pouvoir en partir. Ben non, mais justement, parce qu'au fond, si on ne faisait pas ça, alors on accepte de nouveau la multiplication de la voirie, l'usage de la voirie, etc. Donc c'est un équilibre, il n'y a pas de situation parfaite. Nous sommes nombreux, nous ne voulons plus évidemment consommer les terres agricoles, donc on construit là où c'est libre, souvent dans des friches industrielles, toujours maintenant liées à des transports publics. Donc ce n'est pas des situations de rêve, effectivement, ce n'est pas une très belle maison dans un grand parc, loin des routes, quoi. Je crois qu'on doit jouer avec des intérêts éventuellement contradictoires, mais sur le long terme, cette densification liée à des réseaux paraît évidemment intelligente. Une dernière question, et puis après il sera temps de... Je vais reprendre le sujet précédent. Je voulais savoir quelles étaient les bases légales du Grand Paris et qu'était devenu le plan qui avait été adopté par le Conseil régional d'Île-de-France sur l'urbanisme juste avant le lancement de la réflexion sur le Grand Paris. Et là, il y avait eu tout un débat démocratique sur l'aménagement de l'Île-de-France, notamment sur le prolongement du Grand Canal, comment ne pas construire pour pouvoir avoir un prolongement de la vue sur au-delà du Grand Canal. Tout ça, je ne sais pas ce que c'est devenu. J'ai peur de doucher l'enthousiasme qui a présidé à nos échanges avec un développement qui sera un peu rébarbatif, donc du coup je ne vais pas le faire. Il y a une loi sur le Grand Paris de juin 2010
sur laquelle ensuite sont venus s'agréger un certain nombre de modifications législatives, dont certaines ont d'ailleurs été évoquées. Donc voilà, juste pour répondre de manière très concrète à votre question, il y a une base légale, laquelle d'ailleurs faisait suite, pour là encore aussi donner quelques éléments de réponse, même s'ils seront loin d'être complets à ce que vous dites, laquelle faisait suite à des débats consistant notamment à essayer d'accorder divers types de planification ou divers projets qui avaient été envisagés dans de nombreux cadres pour construire une réponse qui soit pas parfaite, mais c'est la démocratie, mais qui soit politiquement viable. Donc je suis conscient d'être totalement incomplet, mais il y a bien évidemment des bases normatives, comme c'est normal dans une démocratie, qui ont essayé de faire la synthèse, imparfaite mais démocratique, de ce qui avait été discuté jusqu'ici, notamment sur les questions que vous évoquez. Un mot de conclusion de Michel. Pas vraiment une conclusion, mais il se trouve que j'ai étudié à Versailles il y a une quarantaine d'années, et tu étais mon enseignant. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais on en tient le coup. Pour dire quand même qu'il y a 40 ans, on se posait la même question. Quelle ville voulons-nous pour demain? Évidemment, c'est pas nouveau. Et tout de même, moi j'ai envie de dire que le parcours est quand même assez incroyable. Il y a 40 ans, ces grands projets de territoire, on en rêvait parce qu'on avait vu que les Américains l'avaient fait à la fin du 19e siècle. Ça n'existait pas. Nous ne pouvions pas faire cela. On se lamentait ici justement d'immenses déficits de projets. Les visions globales n'existaient pas. On voyait quelques pays les développer. Les Belges notamment avaient un territoire qui se couvrait progressivement d'études. Ce n'était pas le cas en France. Je veux dire, en 40 ans, il y a eu bien sûr cet exemple du Grand Paris, mais toutes les métropoles françaises se sont dotées de visions de long terme. Donc un immense progrès de vision de long terme qui intègre parfois autour de visions de paysage, des notions de développement infrastructurel, de développement urbain. Il y a eu tout ce travail dans les métropoles de transformation des friches. Combien de projets, combien de colloques, combien de biennales? Très honnêtement, moi, parce que parfois on présente une situation absolument dramatique. Enfin, on a tous intégré d'une certaine manière le scénario américain. C'est la fin du monde, j'arrive. Le héros va vous sauver. Mais quand même, en 40 ans, quel chemin parcouru? Je veux dire, jamais on pouvait imaginer ça. Les structures administratives, cette fois-ci j'assume, ne le permettait même pas. On en parlait avec François. Il a été créé, par exemple, de nouveaux types de commandes publiques. Les accords cadres qui existent aujourd'hui nous permettent, pendant des temps longs, parfois 16 ans, 2 fois 8 ans, de réfléchir à un lieu, là où auparavant nous avions de maigres études de faisabilité, sinon des missions de maîtrise d'œuvre qui se limitaient à des espaces publics petits, des placettes. Je veux dire, il y a 40 ans, ici même, dans cet endroit précis, jamais nous n'aurions pu imaginer qu'on anticiperait le futur comme nous l'avons fait. Donc, il ne s'agit pas de trouver les choses extraordinaires. Bien sûr, le cynisme existe. Bien sûr, il y a des situations monstrueuses. Mais dire qu'on n'a pas développé des outils, dire qu'on n'a pas développé de vision, ne serait pas juste. Et franchement, on y a mis un peu d'énergie, tous. Donc, moi, j'ai envie quand même de dire ça. Et on voit bien que c'est fragile. On voit bien cette histoire de Saclay est quand même une assez belle, un très beau symbole. C'est presque clandestinement qu'on fait cela et on s'ignorait. On est presque concurrents là où nous avions les mêmes objectifs. Donc on voit bien que c'est fragile qu'il y a du chemin. Mais quand même, réjouissons-nous un peu, regardez tous ces plans de développement des métropoles françaises. Tous les pays européens n'ont pas ça. Beaucoup de pays n'ont pas ça. Donc il y a un moment où nous devons évoquer et montrer. Par contre, je regrette finalement le peu d'intérêt. On dit qu'il faut des référendums. Mais à quel point il y a une paresse de tous qui ne veut pas savoir ça. Qui lit ces articles? Qui se documente? Je vis en partie en Suisse, pas pour des raisons fiscales. Mais en Suisse, quand il y a un référendum, le citoyen suisse reçoit une documentation importante et il doit travailler, il doit lire, il doit comprendre. Ce ne sont pas des votes, c'est pas tout d'un coup un ressenti, enfin, c'est l'inverse de la ZAD. C'est un véritable travail. Et le citoyen suisse, avant de voter, on espère qu'il le fait, a dû lire une documentation extrêmement précise. Et en effet, ayant beaucoup enseigné en Suisse, on voit que le citoyen suisse a une conscience des mécanismes. Il comprend ce que font les hauts fonctionnaires. Il comprend les démarches. Et ça, c'est fondamental. Et c'est tout à fait possible. Ce n'est pas juste une pirouette politique. Oui, c'est un engagement, pas seulement des élus, mais de chaque citoyen.
qui travaille, qui veut comprendre. On a un côté assisté, on le sait bien, et paresseux. Et je trouve qu'on doit s'élever. Mais encore une fois, j'insiste, moi, c'est pas une conclusion, mais oui, moi, il y a 40 ans, on ne pouvait pas imaginer à l'école de Versailles qu'on aurait accès à des projets de grands territoires comme ceux que j'essaye de faire après 30 ans quand même. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et merci à vous quatre.